Bonjour à toutes et à tous. Le 26 mai, nous votons pour les élections européennes et ce matin, nous vous proposons un petit point d'éclairage, non seulement sur la campagne en cours, mais aussi sur les faits saillants qui ont dominé l'actualité politique. Jean-Daniel de l'Institut Harris Interactive va nous éclairer. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour Laurent. Nous entrons donc tout de suite dans le vif du sujet. Avant que vous ne nous livriez les données les plus récentes dont vous disposez, une question que beaucoup se posent. On dit souvent que lors des élections européennes, les Français ont tendance à privilégier des considérations nationales plus qu'européennes. Est-ce que vous confirmez ? Pas tout à fait. Il y a effectivement une articulation des aspects locaux et des aspects internationaux, du regard sur la situation de la France et sur la perception de ce qui peut être réalisé en Europe. Mais lorsqu'on les interroge spontanément, les Français, le premier terme qui leur vient à l'esprit lorsqu'ils évoquent la situation et les enjeux des prochaines élections européennes, c'est l'Europe. Et quand on les interroge plus précisément pour savoir est-ce qu'ils vont voter, pour sanctionner, approuver ou que leur vote ne va pas avoir de lien avec l'action de l'exécutif aujourd'hui, on peut voir qu'on a aujourd'hui 40% des Français qui disent de toute façon mon vote n'aura pas de lien direct avec l'action de l'exécutif et notamment l'action d'Emmanuel Macron. Alors, 39 listes, si je ne m'abuse. 33 listes en lice. C'est historique, je crois que c'est un record. Oui, absolument. Cette formidable atomisation, ça aboutit à quelle tendance aujourd'hui et je dirais, est-ce qu'il y a parmi les listes qui sont les favorites de ce scrutin des conséquences et si oui, lesquelles ? Alors déjà, on peut peut-être préciser 33 listes qui sont présentes, 33 listes qui ne pourront pas forcément toutes déposer des bulletins de vote. C'est-à-dire qu'on sera présent le jour des élections et pas toujours avec la possibilité de pouvoir avoir un bulletin de vote. Donc il faudra se saisir soi-même d'un papier et d'un crayon pour noter le nom de la liste sur un papier blanc si jamais on souhaite voter pour les différentes listes ou les petites listes, si vous me permettez l'expression. Premier aspect, c'est que déjà, ça modifie assez nettement une partie du paysage politique et les formations politiques qui se présentent comme étant plutôt au centre de l'échiquier politique et avec une ambition qui est plutôt pro-européenne pâtissent de la situation. Il y a une baisse de 2 points de la liste qui est soutenue par Emmanuel Macron, une baisse d'1 point de la liste qui est soutenue par Europe Écologie Les Verts, une baisse d'1 demi-point de la part de la liste qui est soutenue par les Républicains, et que les autres formations politiques, soit parce qu'elles ont un message qui est un message qui apparaît comme étant relativement clair, soit parce que c'est un message qui est plus critique à l'égard de l'Europe, profitent aujourd'hui de cette forme de situation. Nous avons un très fort resserrement entre la liste conduite par Nathalie Loiseau, La République En Marche, créditée de 21,5% d'intention de vote, et la liste du Rassemblement National, conduite par M. Bardella, à hauteur de 21%. Donc vous le voyez, un demi-point de différence. Les autres faits notables qu'on a identifiés, c'est qu'il y a une petite progression de la liste du Parti communiste qui est conduite par Yann Brossa, qui arrive à 3%, une baisse de celle qui est conduite par Nicolas Dupont-Aignan, également à 3%, alors qu'il avait commencé la campagne aux alentours de 8%. Et puis la difficulté pour les autres petites listes, entre guillemets, à pouvoir émerger. On s'est beaucoup interrogé au cours de la période récente sur la liste Gilets jaunes, sur sa capacité à pouvoir être présente. Elle est représentée à travers 3 forces politiques, en tout cas qui se revendiquent, celle de Florian Philippot qui progresse d'1 demi-point, 2,5 points, celle de Francis Lalanne à hauteur de 2%, et puis de manière plus marginale pour un des représentants de la liste Gilets jaunes. Alors très bien, alors si on reste en Europe, la semaine passée il y a eu des législatives chez nos voisins espagnols, c'est le PSOE, le Parti Socialiste espagnol, qui a remporté ce scrutin. Ça doit faire rêver d'ailleurs les socialistes français quand on voit le score dont ils sont crédités au moment où nous parlons. On n'est même pas certain qu'ils pourront envoyer des députés au Parlement européen. Est-ce que ce scrutin législatif espagnol, qui signifie peut-être que la social-démocratie n'est pas définitivement morte en Europe, a intéressé nos concitoyens et quelle tendance identifiez-vous par rapport à ce moment-là ? Alors il y a une vraie différence entre la manière dont il y a pu en être question dans les médias et la manière dont les Français s'en sont fait l'écho. Ce qui est assez certain, c'est qu'aujourd'hui, peu de Français en ont véritablement parlé de ce qui s'est passé de l'autre côté des Pyrénées. Mais en revanche, du côté des responsables politiques et de la part d'un certain nombre d'analystes, ce score-là a suscité questions et interrogations. Ce qui est intéressant, c'est 2 choses. Le premier aspect, c'est qu'il y a une attente de réassurance et de normes sociales qui existent globalement au niveau européen, et ce qu'a
donné à voir en fait de la politique, notamment de la part du Parti socialiste espagnol, c'est justement d'une politique volontariste, même sur la question des salaires, où on a pu voir que c'était un des enjeux centraux et que ça a participé du score qu'ils ont pu réaliser. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a d'une manière générale, même en France, une gauche qui n'est pas certes vouée au limbe, et que quand on regarde l'espace politique sur la base des élections européennes, on peut voir que nous avons, selon les semaines, entre 28 et 30% des Français qui déclarent qu'ils ont l'intention de voter pour une liste qui se situe à gauche sur l'échiquier politique, ce qui est plus que les listes ou les formations à l'égard de la droite traditionnelle, je serais tenté de dire, si on met notamment dedans les Républicains, mais quasiment que les Républicains, comme étant l'incarnation de la droite traditionnelle. Alors, je chausse à nouveau mes lunettes franco-françaises pour revenir sur une polémique qui a dominé l'actualité la semaine passée. Je veux parler évidemment de la salpêtrière. Le 1er mai, le ministre de l'Intérieur qui nous parle d'abord d'attaque, puis qui rétropédale, qui se dit finalement qu'il a peut-être parlé un petit peu vite et qu'il ne s'agissait que d'une intrusion. Bref. Alors je vous pose la question que tout le monde se pose sans oser la formuler. Diriez-vous aujourd'hui que Christophe Castaner est le maillon faible du gouvernement? Déjà, quand on regarde avant même cette affaire, le jugement des Français sur les différents ministres et la manière dont ils pouvaient évaluer la confiance à l'égard de chacun d'entre eux, que Christophe Castaner ne bénéficiait pas d'une confiance qui était une confiance extrêmement forte. Déjà, il n'est pas si connu que ça, contrairement à certains de ses prédécesseurs. Deuxième aspect, il y a aujourd'hui l'incarnation de la fonction qui n'est pas toujours très clairement identifiée de sa part. Et puis, on a pu voir la manière dont il a été, à son corps défendant, mis en avant dans les médias lors d'une sortie un peu festive à la suite d'un mouvement des Gilets jaunes. La parole politique est une parole pour laquelle les Français attendent une forme de noblesse et une forme d'expertise. Et que là, en l'espèce, il y a eu la perception de la part des Français que le ministre avait parlé probablement un peu trop vite, à l'heure après, avec des regards qui étaient des regards différents, soit une remise en cause de la qualité et de la capacité du ministre de pouvoir remplir ses fonctions, soit le sentiment en fait que parfois nous sommes dans une période où les responsables politiques, peut-être poussés par un certain nombre de médias, parlent trop vite avant d'avoir connaissance réelle de la situation. Restons dans ce champ des mouvements sociaux. Il y a des artistes qui ont signé une tribune la semaine dernière, parmi lesquels Emmanuel Béard, Juliette Binoche. Tribune pro-Gilets jaunes, tribune dans laquelle ces personnalités disent « Nous ne sommes pas dupes » en s'adressant au gouvernement. Alors, on est évidemment très heureux pour elles. La question est de savoir, et là je fais appel à votre expérience, est-ce que vous avez le sentiment que quand des artistes, des personnalités notoires s'engagent publiquement, quelle que soit la cause considérée, cela peut avoir un impact sur le comportement des électrices et des électeurs? D'une manière générale, pas véritablement. Sauf si c'est un mouvement d'ensemble, donc dans le sentiment d'avoir une forme de répercussion, et que ce ne sont pas que des artistes en tant que tels, mais qu'il peut y avoir des mouvements globaux qui peuvent être amenés à les dépasser, que ce soit dans le tissu associatif, que ce soit dans les fédérations, que ce soit dans les associations plus corporatistes, entre guillemets, mais là, ce sont plus des sommes d'individualité. Peut-être que l'objectif n'était pas complètement celui-là. Peut-être qu'aujourd'hui, quand on analyse le regard des Françaises et des Français à l'égard du mouvement des Gilets jaunes, il y a un clivage social absolument certain, qui fait que, pour faire vite, les catégories supérieures ne sont pas, loin s'en faut, en soutien à l'égard du mouvement des Gilets jaunes. Et que peut-être l'objectif n'est pas de toucher l'ensemble des acteurs ou l'ensemble des Français, mais d'avoir un message qui est un message à l'égard d'une population qui est une population plutôt à gauche sur l'échiquier politique, plutôt diplômée, parfois un peu bobo si vous me permettez l'expression, et qui voyait jusqu'à présent le mouvement des Gilets jaunes comme étant un mouvement qui était un mouvement, pour faire vite, circonstancié à certaines catégories de population, parfois considérées comme étant positionnées à droite ou à l'extrême droite, et que la manière dont aujourd'hui cette tribune se positionne, publié dans Libération, avec des acteurs qui se considèrent comme étant plutôt protégés économiquement et culturellement avec une forme d'appétence, vise à faire bouger une partie, non pas forcément de l'opinion de l'ensemble des Français, mais des catégories supérieures ou d'un certain nombre de décideurs d'opinion. Jean-Daniel, merci pour cet éclairage. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine, bien évidemment. Et d'ici là, excellente semaine politique
à tous.